Allez, salut à tous, bonsoir, bienvenue voilà pour ce petit live ce soir les gars. Juste avant voilà l'émission qui va débuter par la suite avec bien sûr l'interview de Gunhead hein, voilà ce soir à 21 h. Alors on fait une petite émission de dédicace au monde des magasins, au monde du jeu vidéo rétro des années 90. Alors, je pense que parmi vous, voilà, vous avez tous connu ces magasins qui vous ont fait rêver étant gamin, où on découvrait ces jeux qui vous ont fait plaisir à l'achat ou déçus hein, pour la plupart en général, parce que si vous achetiez des jeux à la jaquette, bah, vous finissez souvent en fait à revendre les jeux le lendemain malheureusement. Alors ça a été le cas pour bien sûr les gens qui parfois faisaient du tourisme et allaient sur Paris chercher des jeux ou récupérer des jeux dans des magasins grâce aux parents, aux grands-parents, à Noël, etc. Jusqu'à ce que vous ayez ce fameux pouvoir d'achat qui vous a permis, hein, comme un grand, de vous procurer les jeux que vous vouliez en magasin. Alors, c'est encore le cas aujourd'hui parce que je vois que même, par exemple, certains d'entre vous aujourd'hui découvrent des titres au niveau des achats, de la collection. Et pour vous dire, moi, je suis assez étonné en effet de voir des gens qui, euh, encore aujourd'hui, hein, achètent des jeux à la jaquette parce qu'ils n'ont pas eu forcément, on va dire, le plaisir de connaître ces jeux-là au moment de leur sortie. Donc, ils sont toujours en train d'essayer voilà, de récupérer des jeux, parfois sous les conseils du vendeur ou pas. Donc, ça peut créer des litiges, en effet, au niveau de la clientèle à un certain moment, au niveau de la fidélité, si on peut dire. Alors bonsoir à ceux qui sont dans le chat. Alors salut à X-Ray, salut à Tony, salut à Setsama, salut Blogai Définition. Ouais, ça sera ce soir, ça sera consacré à du coup à Gunhead à 21 h l'émission avec Objective Games, le magasin dont il était le gérant. Et il a créé des petites franchises hein, qui ont permis aux clients voilà, de découvrir son genre de magasin à travers la France, parfois sous un autre nom. Donc oui, c'était pas. On va dire Objective Games a fait des émules sans forcément respecter peut-être le principe du magasin, à savoir en effet la présentation des vitrines, le côté, on va dire, luminosité de l'éclairage, bleu pour Stock Games, un rouge un peu pétant du côté de Micromania, voilà qu'on a connu. Pour ceux qui sont allés dans les grands centres commerciaux à l'époque, hein. Salut Fabrice Bourguignon. Alors on va faire une petite émission d'1 h 15 et puis voilà, dites-moi parmi les magasins que vous avez fréquentés dans les années 90 voire début 2000, les magasins bah, qui vous ont fait kiffer. Vous y allez tout le temps parce que vous saviez que vous allez rencontrer des personnes intéressantes au niveau des vendeurs. Vous allez pouvoir discuter. Il y avait peut-être à côté d'autres magasins qui vous permettaient de faire, on va dire, un comparatif. Également, allez vous restaurer. Voilà, le côté je fais une sortie avec des potes, je vais au cinéma, je vais faire un petit McDo, et puis ça fait une sortie sur Paris ou des choses comme ça. Un petit samedi qui fait plaisir parfois à certains clients, où il y a autre chose que simplement l'achat de votre jeu. Alors, dans les années 90, voilà, pour ceux qui ont connu bah, la région parisienne, il y avait énormément de choix. Énormément. C'est-à-dire que même dans les centres commerciaux, à un moment donné, on s'est retrouvé avec des magasins comme Recycleware qui ont voulu concurrencer les magasins d'occasion de Paris. Alors c'est assez comique, mais ça a marché. C'est-à-dire que sur une courte période, on a eu Micromania qui a fait ce Recycleware euh, où on avait des jeux d'occasion. Micromania à l'époque faisait que du neuf. Et à un moment donné, bah, je sais pas si c'est 96, 97, il y a eu de l'occasion. Score Games le faisait déjà, hein, depuis 92 où ils ont ouvert, il y avait de l'occasion. Et bah, ils se sont rendus compte que le marché de l'occasion, il y avait un truc à faire. Micromania s'y est mis un peu tard, mais quand ils l'ont fait,
Ça a bien fonctionné. Alors, je sais pas la date exacte, c'est peut-être 97, 98, quelque chose comme ça. C'est pas arrivé tout de suite, hein. Salut, y en a marre. Alors, toi, c'était Ultima Games du côté de Caen. Alors, je vous ai mis par exemple, on va regarder si vous voulez des publicités peut-être d'époque qui vont rappeler des souvenirs à des gens. Pourquoi pas? Je vais vous mettre voilà, des choses derrière qui vont en effet vous rappeler que les jeux c'était pas forcément comment dire disponible partout. C'est-à-dire que si vous vouliez peut-être un Tekken 3 en japonais, bah c'était pas chez Micromania qu'il fallait aller le chercher. C'est-à-dire que là, du coup, votre magasin préféré, qui pouvait être un magasin fidèle de la famille, bah vous alliez commencer à aller chercher dans les boutiques indés des petits trucs en import à droite à gauche. Et ça, en effet, bah, ça va vous faire changer vos habitudes. Et je sais qu'à l'époque de la Fnac, on n'en parle pas souvent, mais la Fnac, ça vous permettait, les gars, quand même, 90, 91, 89, la grosse époque, hein, Atari ST Amiga, début également des consoles, on va dire, exotiques, du côté de NEC, la Neo Geo qui est arrivée un peu plus tard, même la Super Nintendo, etc. 92, c'est une année à la Fnac. On voit pas mal de choses très très intéressantes, hein. Alors j'ai pas souvenir en effet que peut-être la NES était extrêmement mise en avant. La Fnac faisait plus de la micro-informatique et à un moment donné, ils ont fait un peu de jeux vidéo et beaucoup de jeux vidéo après 90, mais avant 90, bon, c'est pas forcément à la Fnac que vous allez acheter des jeux, c'est-à-dire c'est plus du côté de Micromania, Haussmann, et puis Forum des Halles, bien sûr, hein, qui était arrivé à un moment donné. Et moi, je suis assez comment dire, intéressé par la présentation de ces nouveaux magasins que vous avez au Japon, en France, en Espagne, aux États-Unis, où finalement les magasins représentent un peu ce qui était fait dans les années 80-90 du côté de ces boutiques indées. Au niveau étalage des vitrines, au niveau, comment dire, atmosphère d'achat, c'est-à-dire que vous avez des coins Nintendo avec des époques, c'est-à-dire la N64, la GameCube, la Super Nintendo, la Mega Drive, un peu de PC Engine hein, pour les gens, même si en France, on va dire, la clientèle PC Engine, c'est pas forcément ça. Les gens sont plus intéressés par le côté Nintendo, on va dire, dans le monde du jeu vidéo, dans les magasins. Il y a beaucoup, beaucoup de Nintendo. Sega, ils sont en place également, mais plus avec la 16 bits hein, de la Mega Drive. Il y a beaucoup moins de Saturn, il y a beaucoup moins de Master System que de Mega Drive, ça c'est sûr et certain, dans les magasins d'aujourd'hui. Maintenant, voilà, dans les magasins d'époque, c'était vraiment, on va dire, répertorié suivant la hype au niveau de la sortie d'un jeu, sortie d'une console. C'est-à-dire que si malheureusement bah, vous aviez la Super Nintendo qui arrivait en France en 92 pour les magasins indés, il déplaçait la Master System, il déplaçait également la NES. Ça allait au fond du magasin et à l'entrée du magasin dans les boutiques indées, bah, vous aviez du coup la Super Nintendo avec tous les jeux qui étaient sortis en 92 et 93. Et puis petit à petit, bah, les consoles qui étaient en hype l'année d'avant bah, se retrouvent, on va dire, en retrait. Mauvais éclairage, au fond. Alors moi je prends en référence Ami Le Pro. Vous avez connu les gars Ami Le Pro du côté du boulevard Voltaire peut-être. Ce magasin-là, en fait, il a eu toutes les générations de consoles jusqu'à, on va dire, allez, autour de 2004, allez, la PS2. C'est un magasin qui a représenté, on va dire, l'évolution du monde du jeu vidéo, de la micro-informatique sur le quartier. Avec, à l'époque, ils vendaient des jeux pour PC IBM, Atari ST, Commodore 64. Ils ont repris un peu le concept qu'avait Coconut pour finalement passer aux consoles de jeux. Là où Voltaire, c'était que de la micro-informatique, hein, pour ceux qui ont pas connu le tout tout début, on va dire.
Ensuite, voilà, vous avez des indés qui ont ouvert leur magasin par rapport aux consoles de jeux qui se vendaient également sur le monde comment dire, de la clientèle jeux vidéo en France. Donc ils se sont adaptés petit à petit, mais vous aviez voilà ce côté chineur dans le magasin chez Ami Le Pro où vous pouviez prendre sur étalage au centre du magasin des jeux Amiga en big box, des jeux PC, des jeux Apple, Macintosh, les prendre, les regarder, les remettre. Et par contre, tous les jeux qui venaient de sortir, 90, 91, 92, tous ces jeux-là, en fait, étaient sous vitrine. À cause du prix du jeu, 450 francs, des jeux neufs Mega Drive, Super Nintendo, également des jeux qui commencent à arriver en format CD. Ça petit à petit, voilà, pas forcément tout de suite, mais ça commençait à arriver. Tous ces jeux-là étaient mis sous vitrine vu le prix que ça coûtait. Alors que tout de suite, Amiga, Atari ST, peut-être que c'était la fin et c'était entre guillemets libre service pour certains. Voilà, alors est-ce que vous avez connu, voilà, Doc Games, Stock, Ultima, Espace 3? Est-ce que vous avez connu, je pense, oui, le Micromania des années 90? Est-ce que vous avez connu aussi, voilà, Objective Games, hein, du côté du nord de la France? Il y a également Diffintel, Micro, il y a eu Coconut qui a pas forcément marché très longtemps. J'ai dû dire Ultima Games, il y avait Conci du côté de Nation pour les accessoires import, tous les goodies, etc. C'était un des premiers magasins Conci qui vous permettait d'avoir la culture japonaise à travers des goodies en France. Là où finalement très peu de magasins, voire pas du tout, le faisaient du côté de la région parisienne. Ça a commencé vraiment à se démocratiser, les goodies japonais vers 96, je dirais, où ça a commencé à s'émuler petit à petit à droite à gauche. Et les vendeurs étaient assez spécialistes, hein, malgré tout, parce qu'ils avaient les machines, ils testaient les jeux. Les consoles tournaient en vitrine, donc vous pouviez voir les jeux tourner. Ça, c'était une qualité vraiment énorme. Alors petit à petit, malheureusement, la SACEM s'est intégrée dans le monde de la musique des magasins et a demandé justement aux magasins de ne pas passer les bandes sonores des jeux parce qu'il fallait payer du coup la redevance à la SACEM. Donc tout ce qui était ambiance jeux vidéo, musique, bien sûr, voilà, radio et groupes de rock, groupes musicaux connus, rock, rap, etc. Bon, la SACEM, et on pouvait pas écouter le son, on va dire, des jeux en général, sauf sur du gameplay rapide, voilà, en magasin. Mais il y a Tonkam, exactement, Chris Fox, voilà, salut Digifox, salut Billy Boulin. Alors, Conci est l'un des premiers à faire le switch juste après Game World à Paris, spécialiste des OST Ever animé à 99 francs. Bah, pourquoi pas vous nous replonger là-dedans, c'est vrai, en cherchant peut-être. Je vais vous mettre ces fameuses publicités. Ça va peut-être vous rappeler des souvenirs au niveau de vos achats, hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a la chance avec Abandonware d'avoir ces anciens magazines. Et en effet, voilà, je vais vous mettre par exemple voilà, un magazine plutôt moderne à l'époque. On va rester. Alors, Console Plus et Joypad n'avaient pas forcément les mêmes publicités à l'intérieur, suivant les magasins. C'est-à-dire que Console Plus, je trouve, avait beaucoup plus d'exclusivité. Bon, déjà, il y avait Micromania qui était là, sûr et certain. Mais ils avaient des magasins également, euh, comment dire, en exclusivité hein, par rapport à d'autres. Donc, en effet, ça permettait aux gens de comprendre rapidement en fait que les magazines, c'était un moyen pour eux de faire de la publicité beaucoup moins cher, entre guillemets, que de payer une agence de publicité pour envoyer des prospectus, faire des pubs à la télé. Le magazine, c'était acheté par 30 000 clients parfois par mois au niveau des tirages pour un magazine. Donc en effet,
bah, tu avais potentiellement déjà des gens qui aimaient le jeu vidéo, qui allaient venir dans ton magasin grâce à ce magazine où la pub était intégrée. Ça, c'est une qualité énorme qui a profité à tous ces magasins, hein. Donc ça, on n'avait pas de publicité à la télé, hein, comme vous savez, autour du monde des magasins, mis à part Micromania qui peut-être dans MicroKids se glissait dans les publicités. Mais voilà, vous aviez, alors je vous mettrai ensuite, voilà, on mettra ça après. Hop, je vais effacer voilà, pour soulager un peu le stream. Je vous mets un magazine par exemple, les gars, où ici, on a, hop. Et après vous aurez, je vous dis, à 21 h la dernière partie de l'interview de Gunhead où justement il parle de son magasin et des difficultés du magasin à partir de 96 où il sent que voilà, ça sent le roussi au niveau de la clientèle. Trop d'occasions, des difficultés à faire des crédits pour racheter des nouveaux produits, etc. Et ça, on va dire que les boutiques indées n'étaient absolument pas favorisées par Sony et Nintendo pour leurs nouvelles machines et leurs nouveaux jeux. Le marché de l'occasion, tu vivais en tant que magasin grâce au marché de l'occasion essentiellement depuis 94 déjà. Voilà. C'est quand vous connaissez les histoires où Nintendo, euh, voilà, ils ont fait tout pour ne pas fournir les boutiques indées en nouveautés. Et Sony a fait pareil. C'est-à-dire que Sony, la PlayStation, si tu voulais vendre de la PlayStation 1 en magasin, il fallait en tant que boutique indépendante, aller chercher la PS1 dans les supermarchés pour la mettre en rayon. Parce que Sony ne t'en donnait que une ou deux pour ton magasin. Donc imaginez la clientèle des boutiques indées, il fallait absolument s'approvisionner en console pour attirer la clientèle. Alors vous disiez les gars, alors regardez, ici on a Espace 3 par exemple. Alors moi je vous avoue, hein, Espace 3 c'est pas un magasin de ma région. Donc oui, Espace 3 si vous voulez. J'ai pas forcément connu Espace 3, moi, dans mon coin. Voilà, Espace 3, je vous le dis, c'est un magasin que j'ai vu à travers les magazines. C'est absolument pas un magasin que j'ai fréquenté. Alors je sais qu'il y en a qui se sont ouverts du côté de Marseille à un moment donné, dans le sud de la France. Et moi, quand je voyais un magasin s'ouvrir dans le sud de la France, je me disais, ah c'est cool, on va pouvoir, si je vais en vacances, je vais pouvoir en fait, en étant en vacances, voilà, à Bordeaux, à Marseille, et récupérer en fait des jeux en étant, voilà, pas sur Paris. Et ça, c'était vachement cool. Je me disais, mais finalement. Alors, moi, j'ai fait un magasin, je crois que c'était un Espace 3. Je sais pas s'il était à côté de Nîmes ou de Toulouse ou je sais pas quoi. Nîmes, Alès, etc. Mais ça me dit quelque chose autour de Montpellier, peut-être. Peut-être Montpellier. Je me souviens être allé dans un magasin. Ouais, je crois que c'était à côté de Montpellier. C'était à côté de Montpellier. On était en. Je vais vous dire l'année. C'était. C'était 99. En 99, du côté de Montpellier, j'étais allé dans un magasin indé et j'étais très étonné de voir des jeux import d'occasion. C'est-à-dire que pour moi, l'import occasion, japonais, PS1, Super Nintendo, Super Famicom, Mega Drive japonais. J'ai vu dans ce magasin du côté vers entre Montpellier et je sais plus quelle ville, ils avaient des jeux import. Et pour moi, je me dis ah c'est cool. Les gens du sud, ils vont pouvoir en fait connaître ce que nous on connaît à Paris. Et ça va démocratiser un peu les jeux japonais, américains, parce qu'on n'en voyait pratiquement pas en fait en province. Mis à part si tu commandais toujours avec ces petits bons de correspondance à l'époque, hein. Alors tu dis que c'était Fabrice le technicien chez Conci. Alors moi je sais que j'ai switché certaines consoles en fait du côté de Conci, parce que les consoles que nous on vendait dans notre magasin, on allait les faire switcher ailleurs. Non mais c'est comique. Maxi Games en fait, quand ils n'avaient pas de technicien sur place, moi j'amenais des consoles en fait.
même du côté de République, on amenait des consoles en fait chez Conci pour les switcher, pour les clients. Je sais que Obi-Wan à un moment donné aussi, c'était Obi-Wan ou c'était, je sais plus quel magasin. Je crois que, oui, c'était chez Obi-Wan. On amenait des consoles à switcher chez Obi-Wan pour Maxi Games parce qu'on pouvait pas le faire. Ils en faisaient toute la journée, ils arrêtaient pas. La PS1, c'était un truc de malade. C'est-à-dire que, en fait, ils te disaient, ouais, repasse dans 48 heures, repasse dans 3 heures, repasse dans 24 heures. Suivant s'il y avait beaucoup de monde qui laissait les consoles. Et on en a amené 4 ou 5. Et puis ils les faisaient à la chaîne, tintin, 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 ça arrêtait pas. Alors je vous parle même pas de novembre-décembre. Alors là, c'était la folie. Les gens achetaient une console neuve, boum, République, Switch, direct, PS1. Concis, c'est pas eux qui vendaient plein de trucs de contrebande, DVD et posters. Alors, ils vendaient, je me souviens, et Billy Boulin, je pense qu'il pourra le confirmer, ils vendaient des cassettes audio de musique d'animés japonais. C'est-à-dire que même Robotech, il y avait quoi là? Ouais, les trucs Dragon Ball, euh, Ken le survivant sûrement. Bah, ils vendaient des cassettes audio et des CD audio en fait en copie pirate avec des jaquettes imprimées, etc. Mais ça n'existait pas. On pouvait pas. Vous imaginez, on est en 98, 99, 97, 96. Il n'y a pas de téléchargement, les gars, sur Internet. Si tu veux avoir, écouter la musique d'une série animée que t'aimes bien, la seule solution, c'est de l'enregistrer quand ça passe à la télé sur ton magnétoscope et de la transférer sur une cassette audio sur ta chaîne IFI. C'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Ou alors l'enregistrer avec un microphone sur la télé, mais en fait, tu n'as pas les moyens de l'avoir. Donc oui, si tu as un CD audio, etc. Ils vendaient aussi les musiques des jeux. Les musiques de, par exemple, de certains King of Fighters, certains Fatal Fury, certains Samurai Shodown. Il y avait en fait des musiques, ouais. Et ça, Billy Boulin, il pourra le confirmer hein, au niveau des. Alors, ils vendaient aussi des DVD de séries animées. Là, je pourrais pas te dire, parce que ça, c'est après, on va dire, je pense que c'est plus après 2000-2001. Mais il y avait une boutique sur Paris qui s'appelait Manga. Ah non, 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 je sais plus comment elle s'appelait. J'avais acheté ma collection de VHS Robotech Macross, la saison 1, 2 et 3, que malheureusement, moi, j'ai jeté à un moment donné, hein. J'ai acheté les DVD et on était en 2006, bah, j'ai jeté les VHS. Et j'ai racheté les DVD beaucoup plus tard après. Bon, aujourd'hui c'est un regret. Parce que les boîtes en carton étaient magnifiques. Des coffrets collector Robotech, Macross, magnifiques. En DVD c'est pas pareil. C'est des grandes boîtes énormes qui faisaient environ 80 cm avec toutes les VHS de la saison. Ils avaient fait ça pour toutes les séries animées. Et ça c'était un magasin que je kiffais, hein. Mais quand le DVD est arrivé, bah oui, l'image est meilleure. Tu peux mettre des fois des sous-titres, regarder soit en langue originale, etc. Ils avaient fait toutes les séries animées. Salut Humoud Court, toi. Déjà à l'époque, c'était des rats. Voilà. Concis, c'est pas. Voilà, on avait dit. Salut tout le monde. Tu viens d'arriver, les enfants. Salut les enfants, comme d'hab. Voilà. Espace 3 face à la mairie du 11e, leader sur les consoles CD. Alors, Espace 3, j'y étais allé, ils avaient jamais rien. C'est un truc de fou. C'était un truc de fou. C'est-à-dire que toi, tu voulais. Je sais pas, moi. Je dis. Voilà, je te dis. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tu voulais Soul River en version US sur PS1, bah, il l'avait pas. Sur République, il y était. Tu voulais. Tu, non, mais ils avaient jamais rien, c'est un truc de dingue. D'occasion, ils avaient que dalle. Et c'est pareil. Espace 3, en fait, le magasin, il surfait sur les nouveautés. C'est un peu comme la Fnac. Une fois que le produit n'est plus neuf, voilà, ils s'en occupaient plus. Et ils avaient que les nouveautés. Genre un mois après. Non, mais c'est spécial. Espace 3, je pense qu'il dépendait. Il n'avait pas les affinités que le boulevard Voltaire avait avec les fournisseurs. Je pense. Ils étaient tout le temps en retard, tout le temps. Alors je vous parle même pas de Jussieu. Jussieu République se faisait la guerre, mais ils avaient les jeux. À 48 heures près, ils avaient les mêmes jeux. Donc
Ça avait été la guerre, hein. Pour Dragon Ball Z 2, Super Famicom, ça avait été la guerre. Pour Mortal Kombat Super Nintendo, ça avait été la guerre aussi. À 48 heures près, tu perdais des clients. Si tu avais le jeu le lendemain, je peux te dire que tu perdais facilement peut-être bah, tu perdais peut-être 10 000 francs. 10 000 francs de rentrée sur 24 heures. Voilà, sur une clientèle de... Je sais pas, moi, tu pouvais gagner entre 25 et 50 clients sur 48 heures si tu avais le jeu en avance. C'était déjà pas mal. Voilà. Non, alors, Billy Bullin, non, j'étais pas au Maxi Game de Boulevard Voltaire. J'étais pas à celui-là. Moi, j'ai travaillé en fait avec des gens qui ont bossé en fait en intermittent. C'est-à-dire, j'étais à la fac en 97 et j'aidais en fait. Et parfois, je faisais une journée par-ci par-là dans certains magasins du boulevard Voltaire. Mais moi, j'ai travaillé en fait du côté plus longtemps, plus tard, en 99, j'ai travaillé en fait du côté de Maxi Game qui était sur Maison Alfort. Et voilà. 3 mois d'affilée, j'ai travaillé, comme j'ai dit. Mais, si tu veux, ça m'est arrivé de travailler une ou deux journées par-ci par-là, du côté de chez Amilo Pro, du côté d'un autre magasin, etc. D'amener des consoles, d'aller faire des transferts de stock, voilà, pour aider des magasins. Mais en 97, c'était vraiment... Je te dirais pas ce qu'on faisait, parce que ça reste entre nous, mais on faisait des choses qui n'étaient pas forcément légales, voilà. Mais bon, j'en parlerai peut-être un jour. Peut-être que j'en parlerai un jour, mais bon, malheureusement, il y a encore un magasin qui est en activité, avec qui voilà, on travaillait également. Donc, voilà, je veux pas forcément, mais si vous connaissez les coulisses un peu de République dans ces années 97, 96, etc., bon, c'est délicat. Euh, Et tu avais des épisodes d'animé Jap qui passaient sur un PVM 20 pouces également là-bas, ouais. Il y avait un PVM, je sais pas si c'est celui-là dont tu parles. Alors, je sais pas si tu parles de Concy ou de manga. Alors, tu parles de Concy, mais il y avait un magasin, c'était manga, je sais plus quoi. J'arrive pas à me souvenir le nom, c'est toujours des trucs à la con, manga animé, manga story, manga machin. Alors aujourd'hui c'est manga story, mais il y avait un espèce de moniteur tout petit qui était en haut, perché, voilà, tout en haut, on va dire à 2 mètres, 2 mètres 20 au niveau de la, comment dire, de l'étagère, au-dessus des VHS, et tu pouvais voir l'animé qui tournait en japonais avec les sous-titres français ou anglais. Et en fait, les gens, ils étaient là, comme ça, ils regardaient en fait le dessin animé qui passait, en regardant l'épisode en entier, des fois, ouais. En fait, c'était le début des VHS avec tous les animés qui sortaient. On va essayer de retrouver les publicités d'époque. Manga distribution, ça s'appelait. Bon, peut-être c'était ça. Tu vois, Frank Kaufman, je m'en souviens archi pas. Mais c'était énorme. Le magasin, c'était génial. T'avais tous les animés japonais, les saisons entières. C'est-à-dire que nous, dans le club Dorothée ou la 5, tu vois, à l'époque, la 5, on avait les épisodes qui passaient, mais on savait pas qu'il y avait des saisons en entier. Tu regardais un épisode, tu dis ouais, voilà, c'est la suite. T'as 15 épisodes en fait, tu sais pas. En fait, non, il y a des saisons entières. C'était un peu ça. Et en fait, avec les VHS, quand elles sont arrivées, on a découvert qu'au Japon, ils faisaient des saisons entières sur 35 épisodes, 40 épisodes. Et toi, t'avais parfois jamais vu la fin. Alors, Saint Seiya, ça a été un phénomène. Quand on a pu découvrir des épisodes qu'on n'avait jamais vus, ou qui étaient censurés, parce qu'en France, on a eu des morceaux d'épisodes qui étaient trop sanguinolents, qui ont été censurés à la télé, qu'on n'a jamais vus. Mais ça, en effet, ça c'est pour les fans après, voilà. Après, bien sûr, regarder en japonais, sous-titré en anglais, dans la version VHS ou DVD, bon, c'est compliqué quand t'es français, tu vois, c'est, voilà. Ou même parfois des VHS en japonais, jamais sous-titrés. Ça, c'est encore un autre délire. Alors, ça, voilà, les gars, alors je vais lire ce que vous disiez, après on va passer à Shoot Again, hein. Ça, c'est le Shoot Again, les gars, c'est la famille. Voilà, c'est le magasin qui vous a fait connaître la Mega Drive en import. La PC Engine en import. Shoot Again, c'est la référence des AHL,
des JM Destroy, de tous les journaleux, des magazines d'époque, hein, voilà. Je pense que si on doit classer dans la mémoire collective le magasin numéro un sur la région parisienne, parce que ce magasin-là, il est à l'extérieur, limite de Paris, ce magasin-là, en fait, on va dire, le numéro un, en fait, dans l'esprit des fans de consoles de jeux vidéo. C'est le numéro un. C'est-à-dire que après, vous avez peut-être Amilo Pro, Ultima Games, mais ils sont tous au même niveau après. C'est-à-dire Stock Games, Dog Games, machin, truc. Même s'il y a une graduation dans l'évolution de la disponibilité des produits, dans la fidélisation des clients, l'existence aussi, il y a des magasins qui ont fermé plus tôt que d'autres. Shoot Again, même s'ils ont fait des choses pas légales en important de façon illégale en France, et ils ont eu un procès avec NEC qui leur a fait un procès à un moment donné, la PC Engine, ils ont apporté la Neo Geo également, sur le dos en fait des constructeurs japonais. Parce que les Japonais voulaient également importer leur console en Europe, mais de façon officielle. Et Shotogen a fait des choses, et ça a causé leur perte malheureusement. C'est comme si aujourd'hui la Switch 2 ne sortait qu'au Japon, et en France vous aviez un magasin qui importait illégalement la Switch 2 pour la vendre en France. C'est-à-dire que Nintendo, bam, il serait tombé en fait directement sur... mais dans un monde parallèle où la Switch 2 ne sortait qu'au Japon. Vous voyez un peu l'histoire. Gilles Breuil, voilà, le créateur Gilles Breuil de, de Shoot Again. Alors, Billy Boulin, on connaît l'histoire maintenant. JM Destroy n'a aucune part d'action, d'investissement dans le magasin. Jim Destroy, il est passé derrière le comptoir, et puis certainement avec sa carte de journaliste, quand il est allé au Japon, il a ramené des consoles pour Shoot Again, c'est bien possible, mais il n'a aucune part d'investissement et de création dans le magasin Shoot Again, hein. C'est voilà, c'est une légende urbaine, hein, mais bon. Moi je pense aussi que sur Paris, comme dans d'autres domaines, des magasins indés, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ombre en fait de la gestion du magasin parce qu'ils ont apporté de l'import, des jeux. Ils ont mis parfois, bah, il y a un exemple avec, voilà, c'est autre chose, mais il y a l'exemple avec Game Even et Padawam. Padawam qui a mis sa collection dans le magasin en vente. Et pourtant, Padawam, il n'a pas apporté de l'argent à la création de Game Even, de JB par exemple. Voilà, des jeux de sa collection personnelle en vente, mais il n'a pas mis de l'argent pour les murs, pour ci, pour ça. Et je pense que voilà, peut-être JM Destroy, on est dans ce cas de figure où il a peut-être apporté de l'import illégal à travers ses voyages euh, de journalistes au Japon. Voilà, mais bon, on restera prudent avec ça. Voilà. Salut Gradouble. Alors, ton magasin préféré était à Jussieu. Alors, on va parler de Jussieu, voilà. Alors, faut que je regarde l'heure. Faut que je regarde l'heure aussi. Alors 20h13, il nous reste, on va dire, allez, 35 minutes. Après, je vous laisserai avec l'interview de Gunhead à 21h. Mais c'est une émission rapide, voilà, qui peut être cool pour les gens, pour se remémorer un peu ces magasins. Ton magasin préféré était à Jussieu, t'as plus le nom, mais on y trouvait beaucoup d'imports, pas mal de staff. Alors aujourd'hui, c'est Trader pour toi. Alors malheureusement, Trader, c'est peut-être un des seuls qui reste. Voilà, un magasin créé en 2002, qui est toujours là en fait. Donc en effet, on a la possibilité d'arriver du côté de République avec un magasin historique, entre guillemets. Parce que Obi-Wan ne fait plus de jeux vidéo. Obi-Wan, qui était un magasin, je crois, qui est arrivé autour de... Faudrait revoir les dates. Je sais pas si c'est 97 ou 96. Je pense que c'est dans ces eaux-là. On avait regardé un jour, on l'avait dit dans un live. Mais Obi-Wan n'est plus un magasin de jeux vidéo. Alors, c'est regrettable parce que Obi-Wan, ils avaient non seulement des vendeurs compétents, voilà, je pense à Nico, à Rui, il y avait Jérémy également, qui était le gérant, il s'y connaissait extrêmement bien au monde du jeu vidéo. Et c'est dommage qu'on ait perdu en fait l'expertise de ces gens-là pour vendre des jeux en fait. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement,
Bah, il y a peut-être que, entre guillemets, dans certaines boutiques, que vous avez des vendeurs compétents. Et c'est peut-être pas le cas partout. Parce que vous pouvez être fan de jeux vidéo, mais vendre des jeux rétro, c'est une autre histoire. Là, vous avez, par exemple, regardez en image, du côté de Shoot Again, et je pense que ça, Billy Bullin et tout, vous validez, ça c'est évident. Vous qui avez connu tous ces magasins, mais euh, à l'époque, regardez Shoot Again, qui vendait à l'époque du Mega CD, de la PC Engine Import, de la Master System, de la Mark III, qui vendait de la Famicom, de la NES japonaise avec du Final Fantasy vendu là-bas en japonais. Je sais pas si on imagine le truc quoi. Les vendeurs connaissaient les jeux, ils connaissaient les produits. Aujourd'hui, demandez. Voilà, je vais prendre un exemple, mais voilà, on va prendre un exemple tout simple. On prend la Mega Drive. Demandez en fait à un vendeur aujourd'hui dans une boutique très connue à République de vous parler d'un jeu comme, allez, par exemple, je sais pas, on va pas prendre un jeu de fou, mais on va prendre, j'ai vu là, Elemental Master. Demandez-lui s'il y a joué, s'il l'a fait. Il va vous parler, il va dire ah ouais c'est un jeu qui code beaucoup, c'est un jeu ouais, je connais un peu, voilà j'ai vu comment on y joue machin. Mais c'est pas des jeux que les gens ont terminés, c'est pas des jeux que les gens ont peaufinés au niveau des structures de gameplay, des armes, des personnages, des quêtes. Demandez à quelqu'un de vous parler d'Ultima sur la Master System bah, ça va être compliqué en fait. Un mec qui a terminé Ultima Master System aujourd'hui, ou de Golden Axe Warrior, ou vous voyez, Saint Sword. Alors là, c'est bizarre. Ils mettent. Alors oui, Saint Sword, voilà. Saint Sword en version peut-être japonaise, sur la Mega Drive, où il y a Ron Arc. Voilà, c'est plus des jeux japonais, j'ai l'impression là. Valis, etc. On a plus en mémoire aujourd'hui la jaquette du jeu, l'environnement, mais le gameplay, c'est compliqué en fait. Hein, voilà, aujourd'hui on n'a peut-être pas forcément des spécialistes de tous ces jeux-là. Et moi, ce que je dis, c'est que c'est dommage qu'aujourd'hui des gens qui ont bossé chez Obi-Wan et qui sont toujours là, bah, qui étaient extrêmement compétents dans le monde du jeu vidéo, même pour la Dreamcast, pour la N64. Moi, je me souviens avoir parlé pendant. Des fois, on arrivait avec des potes, on parlait avec des gens comme ça, de certains jeux, et les mecs s'y connaissaient bien, c'était cool. Maintenant, est-ce que tu vas avoir envie de parler de Thunder Fox en tant que vendeur à un client qui arrive alors que tu n'y as pas joué? Tu vas peut-être inventer des choses. Et en fait, Thunder Fox, qui est un jeu type un peu run and gun sur Mega Drive, peut-être que le vendeur il va partir dans un délire que c'est un jeu comme Psycho Fox. Moi là, voilà, je dis ça au hasard, mais il va peut-être pas connaître le jeu, quoi. Voilà, c'est dommage. On a perdu beaucoup, beaucoup d'experts en fait en comment dire en gameplay et puis en conseils dans ces magasins-là, qui malheureusement sont partis avec le magasin ou sont partis également avec la rénovation du magasin avec un autre secteur de vente. Voilà, la figurine, les statuettes, les goodies. Je pense que à un moment donné, même un mec qui s'y connaît bien, quand le fonds de commerce du magasin, bah c'est les bouquins, c'est les peluches, il se fait chier, donc il s'en va. C'est un peu normal. Je pense que tu restes pas pour le plaisir de vendre une peluche alors que t'es un spécialiste de la PC Engine ou voilà, c'est compliqué pour les vendeurs d'aujourd'hui, voilà. Alors vous disiez les gars, Obi-Wan 97, voilà, c'est ce qui me semblait. Moi je disais, tu vois, décembre 96 ou 97, tu vois, parce que je me souviens avoir acheté la N64 d'occasion chez Obi-Wan avec des jeux en loose. Et on devait être en décembre 97, en effet, quand moi j'ai acheté cette N64 en loose à l'époque. Parce que moi, bah, nous tous les joueurs de l'époque, on n'attachait aucune importance à la boîte. Ça, c'est un truc qui est arrivé avec le temps. Et aujourd'hui, moi, c'est vrai que je kiffe revoir la boîte. Parce que ça fait partie de l'environnement, en fait. C'est bien d'avoir un petit côté, en effet, où t'as la Madeleine de Proust du gameplay avec Sonic 1 et t'as aussi la boîte de Sonic 1 Mega Drive. Bah c'est cool, voilà, c'est sympa. Si tu te ruines pas, hein, parce que bien sûr, je te demande pas d'acheter Last Blade Neo Geo.
avec la boîte, ça va être compliqué, hein, ça va faire cher, hein. Les vendeurs, ce sont des jeunes, tu dis Chris Fox, quand on parle de PS Engine, ils sont un peu largués. Là, tu sais, là où c'est dramatique, regarde, je te montre une photo. Je vous montre une photo, les gars. À l'époque, j'avais acheté des jeux PC Engine. Regardez. Knight Rider, Ordine, si vous préférez, New Zealand Story. Donc en fait, très souvent, ce qui se passait quand vous achetiez des jeux en U-Card, les vendeurs vous disaient: ah ouais, ouais, je connais Knight Rider, j'y ai joué, mais j'y ai joué sur NES. Ou alors ils te disent: ouais, ouais, New Zealand Story, je connais, mais j'y ai joué sur Amstrad CPC, c'était un bon jeu. Mais j'ai pas joué à la version PC Engine en U-Card, je connais pas. Et en fait, là, tu te rends compte que toi, tu vas acheter un produit, tu vas acheter genre Batman par exemple, PC Engine, et le mec va te parler de la version NES. Ça n'a rien à voir, tu vois. Et Knight Rider K2000 PC Engine, bah c'est pas K2000 non plus sur la NES. C'est graphiquement c'est meilleur, le son est meilleur, le gameplay est un peu voilà, c'est le même jeu, mais graphiquement la PC Engine c'est au-dessus de la NES. Donc en effet, si tu es vendeur et que tu n'arrives pas à vendre en fait le produit que tu as en vitrine, c'est compliqué. Et moi, ce que j'ai vu chez Full Set, parce que Full Set, on n'en parle pas, parce que finalement, c'est un magasin récent, même si vous avez des vendeurs historiques à l'intérieur, voilà, comme David et David, c'est tout. Vous avez un vendeur historique qui a connu l'époque des années 90-2000 et qui a travaillé avec Thomas de Stock Games, qui a travaillé avec Olivier de Trader, qui a travaillé avec plein d'autres gars sur le quartier. Et je crois qu'il a bossé chez Maxi Games Boulevard Voltaire aussi. Bruno, merde, il travaille avec Bruno, mais David de Full Set, vous pouvez lui poser toutes les questions du monde sur le monde des jeux rétro, il va vous répondre des trucs. Et il connaît énormément de systèmes. Et ça, c'est un des rares spécialistes encore qui exerce sur le quartier, à qui vous pouvez faire confiance par rapport au gameplay. Il va te dire: ah ouais, mais ça, ce jeu-là, attention, c'est peut-être pas pour toi, parce qu'il est peut-être trop dur, etc. Il va, par rapport à ce que vous savez faire et comment jouer, eh ben, il va savoir vous conseiller. C'est ça un peu le truc du vendeur. C'est pas forcément vendre le produit le plus cher. Il va même carrément vous dire: non, n'achète pas ce jeu, c'est de la merde. Ouais, il va vous le dire. C'est pas le cas de tous les magasins en France. Voilà. Et je pense pas que même un brocanteur que vous croisez dans une Pixel ou une convention va être honnête avec vous. Il va toujours vous dire: ah, il code bien, donc le jeu, il doit être bien. Et la jaquette, elle est belle, donc il est peut-être bien aussi. Et en fait, tu vas acheter Black Belt, tu vas croire que le jeu, il est pourri. Bah, le jeu, il est pas mal. Black Belt Master System, c'est sympa. Par contre, il y a plein de gens qui croient que Master of Darkness, c'est Castlevania. Et vous allez tomber de haut, les gars. Master of Darkness, c'est un bon jeu, voire moyen. C'est pas Castlevania, hein. Et il y a trop de gens, en fait, depuis qu'ils ont regardé Back in Toys, et qui vont dans les magasins, et que même les vendeurs vous disent: c'est le Castlevania de la Master System. Les gars, Castlevania 1, il défonce Master of Darkness, hein. Et on parle d'un jeu sorti peut-être. C'est quoi Billy Bullin, Castlevania 1 sur tout ce qui est MSX, tout ça, c'est 87, c'est quoi? C'est 86-87, c'est extrêmement vieux. Donc imaginez, Master of Darkness, il a été fait plus tard, et il arrive même pas à la cheville de Castlevania 1. Ça, c'est. Tu vois, Flay, tu pars de Phantasy Star 2. C'est intéressant, Phantasy Star 2, parce que ça, c'est un jeu en version Genesis que j'ai récupéré en loose parce que la boîte c'était trop cher. Alors, ce qui est dommage, c'est que Phantasy Star 2, j'aurais bien voulu avoir la notice. Voilà. Parce que t'as des astuces, t'as des conseils, t'as les armes, voilà, t'as comment dire, le bestiaire qui vous présente les ennemis, tout ça. J'aurais bien voulu avoir la notice. Ça a un coût, hein, c'est-à-dire que c'est carrément 100 € de plus si tu veux la boîte et la notice, donc c'est vite calculé pour un mec qui est pas extrêmement fan du RPG, mais qui reconnaît la qualité de certains jeux, voilà, comme Chrono Trigger, Secret of Mana, etc.
Les Ultima, les Ultima, les Wizardry aussi, Wizardry, les Donjons et Dragons sur Super Famicom, ils sont exceptionnels. C'est des jeux adaptés de l'ordinateur après. Mais Phantasy Star 2, voilà, je reviens à ça. Demandez à un vendeur à Paris de vous en parler de Phantasy Star 2. Il pourra pas vous le vendre. Et je pense que les seuls gars qui étaient capables de vous vendre un Phantasy Star 2 sur Paris ou dans les conventions ou en France, dans les Game Cash, ils n'existent pas en fait. Donc ils ont des produits de qualité parfois qui sont incapables de vous vendre parce que bah ils ont pas testé le produit, ça leur paraît trop exotique, et puis il y a Final Fantasy VII qui est mieux, qui est en français, donc jouer un jeu en anglais, bah ça les saoule. Ils n'ont pas le temps, et puis voilà, il y a plein d'arguments qui vont arriver derrière, mais certainement vous allez passer à côté de très bons jeux sur plein de consoles. Par exemple, il y a sur PC Engine, les gars, il y a Adventure Island, il y a qui est l'adaptation de Wonder Boy 3 Dragon's Trap Master System. Les gens le savent pas, ça, en fait, qu'il y a Wonder Boy 3 Dragon's Trap sur la PC Engine. Il y a plein de gens qui ne le savent pas. Et c'est la version ultime de Wonder Boy 3 qui est très très bonne, avec la musique magnifique. Il y a également, comment il s'appelle, mince, Valkyrie. Valkyrie, un Zelda-like, entre guillemets, sur la PC Engine qui est très bon. Il est jouable. Il est jouable en japonais, il est jouable. Alors tu vas pas comprendre forcément toute l'histoire, mais le jeu c'est de l'action-aventure à la Zelda. Donc tu vas comprendre. Mais il y a plein de petits jeux comme ça que malheureusement on n'arrivera pas à vous vendre les gars, c'est dommage. Là on voit le prix Phantasy Star 2, certainement en plus en version japonaise, 599 francs à l'époque. Les Shining Force également. Alors moi je vous conseille, si vous êtes collectionneur, Shining Force Mega Drive japonais. Si je me trompe pas, il y en a deux ou trois, ou peut-être plus. Billy Boulin, il doit savoir. Je crois pas qu'il y en ait quatre. Euh, Et en fait, à l'intérieur, il y en a peut-être deux ou trois, je sais plus. Là, j'ai un doute là maintenant. Et à l'intérieur, vous avez, vous savez, la map du monde avec un livret en japonais, bien sûr, malheureusement, mais qui est assez conséquent. Et vous avez beaucoup de choses à l'intérieur. Et ça, le côté collector du truc, c'est vraiment bien. C'est vraiment pas mal du tout. Euh, Ouais, la jaquette de Phantasy Star 2, je crois que c'est la même en fait, en Genesis et en version PAL, ouais. Ouais. Phantasy Star. Ah, je confonds avec. Il y en a trois, ouais, des Shining Force, voilà. Et Phantasy Star, il y en a quatre. C'est ça. Il n'y en a pas cinq hein, à un moment donné. Je crois que le 5 il arrive à plus tard. C'est pas une version online ou je sais pas quoi sur Saturn là. Un truc comme ça là. Ouais, vous voyez, je vous montre mon côté noob hein, de ces versions-là parce que voilà, je les ai pas faites. Mais de récupérer Phantasy Star 2 en Genesis, oui, ça ouvre des portes, c'est sûr. Les X-Ray, ouais, les boîtes, on s'en foutait. David, le spécialiste PC Engine. Alors, je sais que moi, je leur avais acheté à full set City Hunter, Die Hard, PC Engine, et il m'avait dit non, non, mais City Hunter, ah, il est pas terrible, je te le conseille pas, il est pas terrible. En fait, moi dans l'idée, c'était un Rolling Thunder. Mais en fait, c'est un Rolling Thunder relou. C'est-à-dire que tu cherches des items en fait. T'es pas là pour flinguer les gars. T'es là pour chercher des items et continuer l'histoire. Mais moi j'aime bien, voilà, j'aime bien le côté manga de Nicky Larson, j'aime bien le côté City Hunter. Et puis finalement, bon voilà, tu prends City Hunter en loose. Bon, c'est vrai que c'est une petite somme, c'est entre 60 et 70 euros, mais je crois que je l'avais payé d'ailleurs, je l'avais payé 54 euros, je crois, un truc comme ça. Mais tu sais que la version boîte, c'est deux fois ce prix-là, et plus tu attends pour le prendre, plus le jeu va coûter cher. Je vous raconte ça, mais vous le savez, il y a un magasin voilà, dont je parlais beaucoup il y a un an, 2 ans, Dragon Games. Euh, J'étais dans l'idée à une époque d'acheter des jeux Game Boy Advance,
pas forcément tout de suite, mais je savais que si j'attendais un an, c'est-à-dire l'époque d'aujourd'hui, pour me les procurer, ces jeux-là, malheureusement, j'allais les payer cher, ces jeux-là. Donc j'avais passé la journée à chercher des jeux Game Boy Advance avec lui, et il me l'avait conseillé, et puis on avait trouvé des jeux, et puis moi en même temps, je voulais des classiques, c'est-à-dire que les compilations Mario, Donkey Kong, Kirby, un Rockman, il y avait un Zelda, il y avait, j'en oublie, hein, voilà, mais j'avais pris pour une certaine somme, autour de 200 euros, on va dire, j'avais pris des jeux Game Boy Advance en boîte complet, et j'avais pris d'autres jeux en plus. Mais si aujourd'hui j'avais attendu pour les prendre, parce que c'est des classiques, et en effet, c'est des jeux que j'aime bien, sur Game Boy Advance, et aujourd'hui j'aurais payé le double. Parfois, en fait, il faut vraiment discuter également avec le vendeur de l'actualité, c'est demander, c'est pas trop demander. Donc, si tu aimes bien ces jeux-là, prends-les maintenant. Si tu te dis c'est pas une priorité, mais je les prendrai plus tard, c'est une erreur. Parce que tu vas peut-être acheter des choses aujourd'hui qui vont te coûter cher, alors que tu pourrais t'intéresser à un système qui coûte pas forcément cher aujourd'hui, prendre des jeux maintenant, parce que tu sais que tu vas les vouloir plus tard, et finalement, le jeu que tu voulais à cette époque-là, qui coûte déjà très cher sur Mega Drive et Super NES, ben, il coûte peut-être le même prix encore aujourd'hui. Voilà, ça après, il y a un exemple, les gars, je vous dis, hein, Thunder Force 4 sur Mega Drive, à une époque, on était en 2024, 90 euros le jeu sans notice, 90. Aujourd'hui, la semaine dernière, j'en ai vu sur eBay à 60 euros dans le même état. Ils ont baissé. Donc finalement, en fait, aujourd'hui, on sait que les collectionneurs veulent absolument de la boîte, de la notice complète, mais tous les jeux qui sont en boîte sans notice sont en train de baisser au niveau des tarifs sur Super NES et sur Mega Drive. Et la NES également. Et Master System, voilà. Tous les jeux qui ont ce format boîte, on va dire, rigide, cartonné. Pas le format CD, on va dire. Le format CD, en général, s'il y a la jaquette, s'il y a la notice, voilà. Mais on est en train de voir une baisse des tarifs au niveau des jeux qui n'ont pas de notice. Parce que les collectionneurs veulent absolument boîte notice complet tout de suite. Voire état très bon. Donc ça laisse une place à tous ces collectionneurs qui cherchent pas forcément du complet. Et ça, en effet, dans les années 90, c'était pas une priorité, hein. Moi, je vous dis, moi, j'ai même ramené des jeux d'occasion. Écoutez, à l'intérieur, j'ai laissé le poster. J'ai ramené des jeux comme, par exemple, il y avait Super Star Wars, il y avait tous les jeux de Electronic Arts, les NHL, les Maiden sur Super NES, il y avait des posters à l'intérieur. Je les ai tous rendus d'occasion. Je les ai pas gardés, les posters. Il y avait Eternal Champion Mega Drive, il y avait un poster avec. Euh, NBA Jam, je crois que NBA Jam sur Super Nintendo, la version, la première version, pas la Tournament Edition, mais je crois qu'il y avait un poster à l'intérieur également. Acclaim donnait très souvent des posters dans ces jeux. Mortal Kombat, et c'est possible qu'il y ait eu un poster à un moment donné également du 1. Ouais. Mais bon, si vous voulez, on n'était pas regardant trop en fait sur tout ça, voilà. Alors, est-ce que j'aime bien les kebabs? Il me demande Gradouble. Alors, moi, j'aime bien les kebabs, ouais, c'est bon. Ouais, j'aime bien. Les traditionnels, hein, tout ça, hein, j'aime bien. Manga vidéo avec Sepultura. Manga vidéo, c'était peut-être manga vidéo ou mood courte. C'était pas. Attends, il s'appelait pas manga vidéo distribution, le nom complet qu'on cherchait tout à l'heure du magasin sur Voltaire. Ketchup ou mayo? Alors moi c'est plus c'est plus ouais, je préfère mayo, je préfère la mayonnaise, mais la vraie mayonnaise fait maison, hein, pas le truc Leader Price, hein. Le ketchup s'il est pas épicé, non, ça m'intéresse pas en fait, ouais. Nous en campagne à l'ère de PlayStation 2 vers 2000 les magasins Diffintel, ouais, c'est ça Diffintel Micro. C'est tout, donc pas connu NEC ou mais tu sais Umut, les
les magasins Diffentel sur Paris, ils faisaient à un moment donné de la PS1 en import. Donc c'est possible qu'à un moment donné, malheureusement, euh, t'aies pas connu le bon Diffentel, on va dire. Tu as l'anneau gastrique qui va exploser. Et Junko, pyramide opéra. Junko à pyramide opéra. Alors, je me souviens d'un magasin qui était en effet vers Opéra. Alors le nom, j'en sais rien. Mais les vendeurs n'étaient pas sympas. Ils étaient deux. Il y avait du carrelage à l'intérieur, carrelage blanc. Le comptoir était sur la gauche quand tu rentrais. Mais le magasin inintéressant. Les vendeurs, ils s'en foutaient que tu sois là, tu sois pas là. Ils n'avaient pas envie de parler avec les gens. Ça les faisait chier de travailler, j'avais l'impression. Alors c'est peut-être pas ce magasin-là, hein. Obi-Wan, alors on avait dit. Ah, il y avait. Alors Rui, il était dans l'émission à côté de Kamikos où Kamikos disait ah bah, si tu cherches un jeu aujourd'hui, il faut passer par moi. Et il avait sorti ça. Et Rui dans la même émission, en reportage à l'époque de Game One, ou je sais pas où, il dit ah, on va pas m'apprendre mon métier, hein, vous vous rendez pas compte, il y a des experts de tout et de rien maintenant. Un bouquin de l'Argus du jeu vidéo, qu'est-ce que c'est que ça? On va pas m'apprendre mon métier, hein. Et quand tu connais Rui de l'époque, fin 90, début 2000, t'es mort de rire. Parce que Rui, en fait, Rui, il le sait, mais il prenait ça à la rigolade, mais il avait des lacunes. Il avait des lacunes dans les jeux, dans certains jeux, il connaissait pas tout. Donc en fait, l'entendre dire ah, tu vas pas m'apprendre mon métier, c'est c'est amusant parce que même les clients lui apprenaient que ce jeu-là, oui, il existait en version ci, en version ça, en import et machin. Bon, Rui, comme d'autres, ils ont commencé à connaître pas mal de choses, hein, bien sûr. Mais ça, franchement, moi, je kifferais faire une discussion avec Rui, qui avait travaillé à l'époque chez Obi-Wan. Je pense qu'on rigolerait bien. Parce qu'il doit avoir une tonne d'anecdotes sur les clients. Une tonne, une tonne, une tonne. Bah comme Jérémy, mais Jérémy, il est encore en exercice, donc il va pas raconter les côtés sombres, comme Domingos à Vidéo Invasion. Voilà, il va pas le faire. Mais on sait, voilà, on sait, nous on sait, les petites commandes pour aller récupérer des jeux à droite à gauche, pour les ramener le lendemain, payer au black, on les connaît les histoires, on les connaît. Mais bon, il y a beaucoup trop de jeux, un vendeur ne peut pas tout maîtriser ou jouer, tu dis, faute de temps et d'envie. Bah, tu sais, il faut que... Alors moi je te dirais, c'est comme les films. Imaginons, tu as 1000 films dans ta ludothèque, dans la vidéothèque, tu peux pas en effet visionner aujourd'hui 1000 films et en parler aux gens. Par contre, si toi, t'es un ancien gamer et t'as plus de 40 ans ou plus de 45 ans, bah oui, tous ces jeux, tu les auras fait et tu pourras pas, en effet, comment dire, être obligé d'en parler sur le tard aujourd'hui. Et de les faire aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, en fait, un vendeur qui a 25 ans ou 30 ans, il peut être passionné de tout ce que tu veux, mais il aurait vécu par procuration avec les youtubeurs, avec les magazines des années 90, et il aura joué aux classiques et à quelques jeux rarissimes. Mais malheureusement, en fait, l'expertise, bah, ça a un prix. Et moi, je comprends, en fait, que des gens qui sont extrêmement connaisseurs de jeux valorisent en fait leurs connaissances à travers soit une chaîne YouTube où ils gagneront plus d'argent et en ayant un vrai travail à côté, ou alors comment dire, de travailler soit avec des commissaires-priseurs, soit avec des experts, soit des magasins qui les payent bien, mais ils vont pas aller bosser dans un game cache. Ça, c'est sûr et certain. Vous verrez jamais quelqu'un qui est extrêmement connaisseur atterrir dans un game cache. Quand j'entends des gérants de game cache dire aujourd'hui, parce que ça c'est les game cache, quand t'es client, c'est bien, parce que tu achètes peut-être des jeux en province que tu vois pas ailleurs, mais ça, c'est le cancer en fait de l'information, le game cache. Comme le Micromania était le cancer de l'information du jeu moderne. Il te vendait un jeu par rapport à une assurance, par rapport à une jaquette où il y avait un texte à l'arrière. Et le game cache, qui se prétend spécialiste des jeux rétro, c'est une hérésie, c'est une absurdité, c'est pas possible en fait. Le gérant du game cache, il a quel âge?
il a moins de 30 ans, il a moins de 25 ans. Le mec, en fait, il a découvert les jeux PS2 et la GameCube, il va te faire croire qu'il va te parler de la PC Engine et de la Mega Drive japonaise et tout ça. Non. Mais il est comme tous ces brocanteurs, tous ces joueurs collectionneurs qui jouent très très peu à leur jeu. En fait, il va te vendre un jeu par rapport à la cote. Et c'est des concerts dans l'information dans le sens où ils vont mal t'informer sur la qualité d'un produit. Faites le test demain, faites une caméra cachée. Je sais que des gens comme Funiman et d'autres vont souvent dans des game cache. Moi, je me mets au défi, en fait, un game cache, de me parler de Thunder Fox Mega Drive. De me parler même de Ginoog. Voilà, Ginoog Mega Drive. Mis à part qu'il l'ait vu tourner chez Toys dans une vidéo, il n'en sait pas plus. Moi, je vous fais le pareil, hein, voilà. Et s'il te parle de Golden Axe, il va te parler de Golden Axe par rapport à la version arcade. Il va dire ouais ouais son Mega Drive ils ont dû bien l'adapter mais ça s'arrête là. Voilà c'est impossible d'avoir joué à autant de jeux qu'un gars de 45 ans quand t'as moins de 30 ans. Voilà, c'est physiquement impossible. Tu peux pas rattraper le temps et les années. Vous imaginez le nombre de jeux qu'il y a sur chaque système? Connaître les jeux, je vous dis, c'est avec le temps et l'expérience. Tu peux pas du jour au lendemain être spécialiste d'un domaine quand tu as 25 ou 30 ans, c'est impossible. Tu peux pas rattraper toute l'histoire derrière, c'est impossible. Quelqu'un qui est spécialiste de cinéma, il va se consacrer à un thème, un genre, mais il n'est pas spécialiste de tous les films. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des films des années 20, des années 30, des années 40, des années 50, des années... Il y a énormément de films qui sont sortis, tu peux pas tous savoir visionner. Et c'est pareil pour les consoles. T'as des consoles sorties 70, 80, 90, avec énormément de systèmes, 2000 jeux par-ci, 1800 jeux par-là. Voilà, faut être réaliste. C'est impossible. Ouais, c'est ça, Billy Bullin, Renard, c'est gros là, en Occident. Il y a beaucoup trop de jeux, voilà, on l'avait dit du Anthony, c'est ça. C'est pour ça que voilà, on parlait de ça. Ouais, les boîtes, on s'en foutait. Black Belt, c'est Okuto no Ken, voilà. 86-87 pour Castlevania, c'est ça, voilà. Bah, en fait, tu vois l'année quand tu lances en fait le jeu. Tu vois l'année sur la NES. Donc, Master of Dark, c'est ça. Tu vois, au mot de courte, c'est ça. C'est que depuis que Toys et d'autres ont vendu du rêve à des joueurs, Master of Darkness, c'est le Castlevania de la Master System, les gens sont prêts à payer 120 euros ce truc-là. Bah écoutez, faites-le les gars, faites-le. Vous y jouez une demi-heure, 40 minutes, vous le terminez. Il n'est pas très dur, hein, vous le terminez, vous dites ce que vous en pensez après l'avoir terminé. Il n'arrive pas à la cheville de Castlevania, hein. C'est pour moi, hein. Salut œil de lynx, ouais. Salut les tutos de Mendes. Alors peut-être avec les émulateurs, mais il faut avoir le temps de rattraper tout. C'est impossible, Flame. C'est impossible. C'est-à-dire que même moi, tu vois, à l'âge que j'ai, eh ben en fait, moi, si tu veux, je pourrais pas me spécialiser dans les jeux Game Boy. C'est-à-dire que moi, je connais des gens qui ont adoré la Game Boy et se sont consacrés à ça. Moi, j'ai joué qu'au classique de la Game Boy. J'ai pas joué à tous les autres trucs, tu vois. Et il y a trop de jeux, c'est impossible. C'est-à-dire que tu veux vendre en fait un produit en magasin, il faut se spécialiser dans une console ou un genre. C'est-à-dire que moi, je vais laisser les spécialistes de Neo Geo parler de la Neo Geo. Parce que moi, encore une fois, j'ai joué qu'aux jeux qui ont coûté moins de 100 euros. Et ça, c'est un autre délire. C'est-à-dire que j'ai pas joué, par exemple, j'ai pas fini Viewpoint. Pourtant, j'aurais pu à un moment donné. Mais voilà, moi, j'ai joué au KOF, j'ai joué à des Fatal Fury, j'ai joué comment dire, il s'appelle Spy, là, le jeu d'espion. J'ai joué à Crossword, j'ai joué à King of the Monster. J'ai joué à Metal Slug aussi, sur d'autres consoles et avec le cart mode de la Neo Geo. Maintenant, les spécificités, les cartouches, etc. Ben moi, en fait, j'ai toujours demandé au conseil à des spécialistes pour ça. Et après, ils m'ont donné des infos et tout. Mais parler des jeux, du gameplay, il y a des différences que moi, je ne verrais pas sur certaines versions de Fatal Fury.
et que d'autres vont voir. Vous voyez ce que je veux dire? Même si évidemment au niveau visuel, tu vas voir des choses qui sont évidentes, mais au niveau du gameplay, je sais que le KOF 94, à un moment donné, j'adorais. Ben oui, quand j'ai joué après au 96, 97, 94, il est rigide, il est vraiment différent. C'est une autre époque. Et ça, en fait, quand t'as pas joué à toutes les versions, tu peux pas conseiller les joueurs. C'est compliqué, hein. Alors, Julien Roll, t'aurais rêvé faire vendeur de jeux vidéo, mais c'est un métier sans avenir avec. Bah, je peux te dire un truc, c'est que déjà, c'était un métier sans avenir. Et ça, vous pouvez écouter les interviews que j'ai faites de vendeurs, de gérants, voilà, sur ma chaîne. À partir de 94, c'est pas un métier d'avenir, vendeur. Il y a un truc qu'il faut que vous compreniez, c'est que moins les gérants de magasins indés déclaraient leurs vendeurs, mieux c'était pour comment dire, la vie du magasin. Et ils utilisaient en fait les échanges à 50 francs, le marché entre guillemets non déclaré des échanges de jeux, pour payer leurs vendeurs. Et quand en effet il y avait des entre guillemets des contrôles pour savoir si le mec travaillait bien là au niveau déclaration des emplois, etc., les gens avaient des contrats stagiaires. Et à la fin du mois, on était payé au black. Moi, j'ai travaillé chez Maxi Games 3 mois. Toutes les 3 semaines, on me donnait une partie de mon salaire au black, en cash. C'était pas déclaré. Et on me disait bien, et moi je vous le dis, hein, on me disait bien, si quelqu'un rentre dans le magasin, tu dis que tu travailles pas là. Voilà, c'était ça le truc. C'était ça. C'était comme ça en fait, ça marchait comme ça. Alors bien sûr, à un moment donné, quand des magasins marchaient depuis des années, il y a des vendeurs qui ont eu des contrats CDD, renouvelés voilà, plein de fois. Il y a des gens qui ont eu également des avantages, mais la plupart, ils avaient des contrats stagiaires qui étaient renouvelés ou des contrats CDD renouvelés. Bon, après, ça, c'est une autre époque, hein. Maintenant, c'est sûr que tu te fais allumer direct, hein. Il y a des contrôles beaucoup plus fréquents aujourd'hui, mais tu te fais allumer direct et ça te pardonne pas aujourd'hui, hein. Vendeur basket, c'était très courant. C'est pour ça que moi je vous dis en 97, quand je faisais une journée là, que je ramenais des consoles à un tel, que je ramenais des jeux à un tel, ou qu'on déplaçait des stocks en voiture pour ramener un autre magasin à un autre endroit, etc. Parce que moi j'avais le permis en 97 déjà, donc ça permettait des facilités, on n'allait pas transporter des consoles dans le métro, de Créteil, on amenait des consoles sur République à des magasins, etc. Ou d'une autre ville, hein, dans le 94, dont je dirais pas, mais voilà, pour rester flou. Mais si vous voulez, en fait, le fait que tout ça, ça soit un marché parallèle où en effet tu travailles avec des gens qui t'amènent des choses et qui rentrent dans le magasin en produits neufs, et que tu sais que déjà les vendeurs qui travaillent là ne sont pas déclarés, et que t'es remercié au black, tu vois. Moi, en fait, si vous voulez, à un moment donné, quand on a parlé de tout ça avec les anciens qui sont restés là-bas, c'est-à-dire que moi, j'aimerais également retrouver un Sylvain. Alors, c'est pas le Sylvain qui a travaillé à un endroit à un moment donné, que des gens connaissent. C'est pas ce Sylvain-là, c'est un autre Sylvain qui avait bossé chez Trader avec Mike, avec Camille Coste, avec. Il y avait également. Bah, David, il avait bossé avec eux aussi, mais le Sylvain que des gens ont connu, qui était un peu baraqué, qui faisait de la muscu, avec qui on avait parlé de plein de trucs quand il a arrêté, qui a été dégoûté de ce milieu-là pour plein de raisons. Et moi, un jour, j'aimerais retrouver cette personne pour parler avec lui et faire une émission sur les côtés dark du monde des vendeurs. C'est-à-dire que le jour où tu as un accident, en allant au travail, ce qui lui est arrivé, bah, voilà, c'est compliqué en fait, hein. C'est pas l'employeur qui va te déclarer accident de travail. Il y a plein de choses comme ça. Le jour où on te doit de l'argent ou des choses comme ça, comment tu réclames? Et que tu dois payer ton loyer avec ta copine ou quoi? Voilà, c'est un autre monde, hein, attention, hein, tu peux faire ça un temps. Alors, il y a des gens qui se sont rincés beaucoup, c'est-à-dire que
il y a des magasins sur Jussieu, sur République, et peut-être dans d'autres villes, parce que des Maxi Games se sont développés un peu partout, des espaces 3 aussi. Il y a des gens qui se sont rincés sur la période dorée en fait de la PS1, de la Super NES, de la Dreamcast, de la PS2, avec tous les jeux qui rentraient de façon illégale en plus du marché d'occasion, les consoles également. Alors il y avait des choses légales, hein, il y avait des produits neufs bien sûr, voilà, qui arrivaient normalement, mais c'est pas grâce à ça qu'ils gagnaient de l'argent. Mais tous ces magasins-là qui à un moment donné ont fait beaucoup d'argent, les vendeurs, ils se donnaient un salaire fixe sur le mois, mais avec toutes ces rentrées d'argent, ils se répartissaient une nouvelle fois un surplus de gains grâce aux rentrées d'autres ventes. Donc oui, il y a des vendeurs, et Thomas de Stock Games l'avait raconté, ils pouvaient se faire des mois à des sommes énormissimes par rapport à d'autres métiers. Bon, ça, en effet, après, c'est suivant les magasins, suivant la gestion, suivant le marché de l'occasion, etc. Mais en fait, moi, ce que je vous dis, il faut pas idolâtrer le fait euh, d'être vendeur dans les années 90. C'est très compliqué. Tu vis au jour le jour ou à la semaine, suivant la période de hype de certaines consoles, certains marchés. Mais c'est pas un métier d'avenir. Tu peux pas te dire, tiens, je vais acheter un appart, tiens, je vais faire ci. Bah non, en fait. Y a rien qui est déclaré, pratiquement rien. Il y a que le gérant du magasin, comme le gérant d'Obi-Wan, comme le gérant de Amilo Pro, monsieur, comment il s'appelait, on en avait parlé avec Vincent Dragon Games, là, un nom à consonance juive, là, je sais plus comment il s'appelait. C'est pas Goldenstein ou je sais plus, mais voilà, un nom comme ça. Euh, on en avait parlé dans une émission. Mais c'est eux, en fait, qui se font de l'argent. Parce que le jour, en fait, où, si vous voulez, ils veulent se débarrasser de vous ou vous faire un sale coup, ça arrive. Voilà, dans l'heure, c'est terminé. C'est-à-dire que Vincent Dragon Games qui raconte son premier jour de stage, je regarde l'heure, hein, les gars. On va se quitter dans 3 minutes. Mais le premier jour de stage que Vincent de Dragon Games fait, parce que voilà, on parle de Vincent avant qu'il aille chez Ultima, et c'est ça qui l'a fait aller chez Ultima. Il était embauché chez Amilo Pro en tant que stagiaire, et le gérant lui a fait à l'envers. Lui, il voulait un contrat CDI pour l'été, enfin CDD pour l'été, et ben en fait, le gérant du magasin, à l'époque, Amilo Pro, qui était la référence sur le quartier, hein, micro-informatique, console, import, etc., avec Shoot Again, et ben si vous voulez, ce gérant lui a dit non mais en fait t'as pas compris. C'est-à-dire qu'il a attendu qu'il arrive le matin pour se présenter, et quand il est arrivé, le gérant lui a dit non mais t'as pas compris en fait, moi je te propose un contrat d'essai stagiaire. Il dit comment ça? Bah en fait, voilà, t'es stagiaire. Comment ça, stagiaire? Je suis payé, je suis pas payé. Il dit non, en fait, t'es pas payé. Et en fait, il voulait le payer également aux blagues. Genre, allez, je te remercie, je te donne 300 francs à la fin de la semaine, tu vois, une connerie comme ça. Tu vois? Bah en fait, non. Et ça, là, moi, je vous donne une autre info, les gars, on en a parlé il y a longtemps. Mais Davy de Chaos et Harmony, Davy, moi je l'ai bien connu parce que cette année, l'année-là où Davy était chez, je sais pas si c'était Vidéo Invasion ou avant Vidéo Invasion, je sais plus. Satellite, c'est Satellite. Il a travaillé chez Satellite, je crois. Il le dira, hein. Il a bossé chez Satellite en tant que, si je me trompe pas, hein, en tant que stagiaire. Et moi, j'étais à l'époque sur le quartier. Je travaillais également avec des magasins. Et en fait, j'ai rencontré David Chaos et Harmony, là, à l'époque. Il était tout jeune. Et il s'est fait niquer par le gérant du magasin qui ne le payait pas. Et je lui dis, et des fois, il venait parler avec nous. On était derrière avec mince, euh, le frère d'Olivier qui est malheureux, non, Olivier, qui est malheureusement décédé d'un cancer qui tenait plus tard à Ultima. Je crois que c'était Square Games, son magasin. Je sais plus comment il s'appelait, j'arrive même plus à m'en souvenir. Laurent, voilà, il y avait Laurent. Il venait nous voir.
quand on discutait, quand on parlait, et en fait, il disait j'apprends rien, je m'ennuie, et il venait parler avec nous pour connaître des choses, discuter, machin. Il venait nous voir, il était tout jeune. Et on avait reparlé de ça il y a 2 ans au téléphone, et quand on s'était contacté, et il m'avait dit que c'est une période compliquée pour lui, parce qu'il avait l'impression de ne pas avoir été respecté. Mais nous, on lui avait dit, attends, t'es pas payé, c'est pas normal. Tu restes là stagiaire, le mec, il te prend comme vendeur, il te paye pas. Alors que t'as des gens qui sont même payés au black, quoi. Bon, c'est compliqué, hein. Euh, il vendait pas des matraques et tasers. Non, non, non. Mais il était pareil. Il était tout gentil, tout naïf. T'avais l'impression, en fait, que bah, il avait envie d'apprendre, mais il connaissait pas grand-chose, en fait. Mais il adorait ce milieu-là. Il adorait. Voilà, mais bon. Amilo Pro avec ses moniteurs Commodore inclinés dans des meubles en contreplaqué. Moi, j'ai connu l'Amiga avec les jeux au milieu du magasin que tu prenais, et puis en fait, si tu veux, bah, à un moment donné, les gens les volaient. Donc, ils ont arrêté de mettre des jeux à l'étalage, au milieu, à droite, à gauche, hein, voilà. Euh, Ouais, c'est Power Games, l'autre Sylvain, voilà, c'est ça. J'ai été choqué quand j'avais su le salaire du gérant de mon Micromania. Alors, Micromania, c'était des voleurs. Pour les gérants, c'était payé au lance-pierre, le SMIC, minimum le SMIC. Et quand tu fermes le magasin, eh ben, il faut passer un coup de balai. Donc tu restes encore. Voilà, tu fais les comptes, etc. Donc voilà, c'était un petit before avant l'interview de Gunhead. Donc les gars, je vais diffuser tout de suite là l'émission de Gunhead à 21 h. Bah, je vous souhaite une bonne soirée. On a parlé des magasins des années 90 rapidement. Mais voilà, on s'est remémoré un peu des anecdotes entre nous, voilà, autour de ces magasins-là. Dites-moi dans les commentaires, voilà, les magasins que vous aviez apprécié le plus. Moi de mon côté, hein, voilà, moi je vous dis, le magasin que je kiffais, c'était Ami Le Pro et Coconut, où j'ai été pendant des années. Et fin 97, j'ai commencé à aller à Jussieu et j'ai acheté beaucoup de jeux chez Stock Games sans finalement connaître Thomas plus que ça. Voilà, je prenais un jeu, je partais. J'étais à la fac, donc j'avais un temps, des fois 1 heure pour repartir faire les cours, ou avant de prendre le métro pour repartir en RER, etc. Donc je prenais un jeu, je me barrais, et puis je parlais pas. Parce que mes potes, mon quartier, c'était République, si vous voulez. Mais quand il y avait un jeu que je trouvais pas, bah, j'allais chez Stock Games. Et Stock Games, Jussieu, j'y suis allé jusqu'en 2003 après. Voilà, j'ai fait les deux quartiers jusqu'en 2003, mais plus j'ai fait des meilleures affaires du côté de Score Games et Stock Games Jussieu. Après, il y avait bien sûr Famitsu, mais bon, malheureusement, je trouvais plus d'affaires chez Stock à l'époque, voilà. Donc voilà les gars, bonne soirée à vous, bonne émission, et puis si vous aimez bien Gunhead, les gars, bah c'est maintenant, voilà. Allez, à bientôt, ciao, salut à tous.